Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat de Financial Afrique. L'économiste sénégalais Moubarak Lo vient de réactualiser l'indice synthétique d'émergence économique ISEM, classant 94 économies mondiales dans leur marche vers l'objectif de l'émergence. En Afrique, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc arrivent en tête. Leur score leur confère le statut de pays émergent. Ils sont suivis de l'île Maurice, du Gabon, de la Tunisie qui sont classés des pays pré-émergents. La troisième catégorie est celle des pays potentiellement émergents dont les pays les plus performants sont le Sénégal, le Nigeria, le Djibouti, la Côte d'Ivoire, le Botswana. Et le dernier classement, il concerne les pays sous-développés. La grande surprise est que le Gabon est placé devant le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, le grand débat de Financial Afrique s'intéresse au classement des pays émergents. Alors, pour en parler, nous sommes bel et bien entendu avec l'économiste Moubarak Lo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, je suis également sur ce plateau avec Monsieur Adama Wade, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Moubarak, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Monsieur Moubarak Lo, vous êtes ingénieur, statisticien, économiste, par ailleurs, maire de la commune de Niomré, située au nord-ouest du Sénégal, dans la région de Louga. Vous avez servi en tant que ministre directeur de cabinet adjoint du président Macky Sall, comme conseiller spécial et conseiller économique au cabinet des premiers ministres du Sénégal, donc Boun Abdallah, John, Abicham, Moustapha Niasse, Mamadou Lamine Loum. Vous êtes expert du système des Nations Unies, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Autant de casquettes, mais c'est pas encore fini. Vous avez appuyé plusieurs pays africains dans la conception de leur stratégie de développement à moyen et long terme et vous publiez régulièrement dans la presse sénégalaise. Pour boucler la boucle, vous exercez comme maître de conférence associée aux politiques économiques à l'École nationale d'administration du Sénégal, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Vous êtes concepteur de l'indice de développement, indice synthétique d'émergence économique qui fait l'objet du grand débat d'aujourd'hui. Alors, comme je le disais tantôt, vous avez dressé le classement des pays émergents et vous placez le Gabon devant le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Comment c'est possible? Bon, vous savez, moi je suis un statisticien. Un statisticien, il n'a que sa science et les données. Il n'a pas d'état d'âme. C'est comme un radiologue qui fait une analyse radio. Il doit interpréter ce qui sort de la radio. Donc, il doit être neutre. Et nous avons utilisé, non pas d'ailleurs les données nationales, on a utilisé des données standardisées et harmonisées, c'est les données de la base de la Banque mondiale, le World Development Indicator, les indicateurs de développement du monde qui existent au niveau de la Banque mondiale et qui concernent toutes les économies du monde. C'est également une base qui est disponible sur une longue période, donc depuis 1960. Ça nous permet, nous, de pouvoir donc avoir des données sur longue période, mais ensuite des données comparables entre les pays. Parce que si vous utilisez des données nationales, c'est ça la difficulté, la manière dont les pays mesurent certaines données. Le Gabon, c'est une surprise, ce n'est pas une surprise, parce que moi-même, je fais même partie des experts qui ont travaillé sur le concept de Gabon émergent, donc j'ai observé le Gabon évoluer. C'est un pays pétrolier qui avait beaucoup de ressources en bois, mais qui a décidé à un certain moment de mettre en place deux grandes initiatives. La première initiative, c'est de dire tout le bois qui sort du pays doit subir une première transformation. Bon, ça me rappelle d'ailleurs Gandhi, Mahatma Gandhi, en Inde. Vous savez, l'Inde est un grand producteur de coton. Il disait aux paysans indiens, il faut que chaque paysan, il ne parlait même pas de l'économie indienne, mais il dit que chaque paysan, quand il cultive, il doit avoir au niveau de son champ du matériel lui permettant de faire la première transformation. Donc ça, c'est une révolution. C'est le jour où l'Afrique, tous les pays africains
vont appliquer ce précepte, vous allez voir que l'Afrique va accélérer non seulement sa valeur ajoutée globale, donc à travers le produit intérieur brut, mais également la création d'emplois, parce que quand vous transformez, vous gagnez bien évidemment en productivité, vous gagnez en compétitivité internationale. Regardez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, dans la chaîne de valeur, ils se trouvent juste au début, c'est-à-dire dans l'amont de la production, et l'essentiel de la valeur ajoutée est capté ailleurs. Donc tout ce qui est non seulement transformation, mais les services autour, les technologies de l'information, c'est là où se trouve la valeur ajoutée. Donc le Gabon, en fait, ce qu'il a servi ces dernières années, c'est cette décision de transformer le bois. Ça a beaucoup joué parce que le bois compte beaucoup dans les exportations gabonaises. Le deuxième élément, c'est la mise en place de la zone économique spéciale de NCOC. Parce que dans l'émergence, parce que dans la littérature, ce qu'on appelle émergence, bon, vous prenez le dictionnaire de Robert. Moi, pour définir l'émergence, j'ai regardé tous les dictionnaires du monde, en tout cas en langue française. La meilleure définition que j'ai trouvée, c'est celle du Robert, qui dit émerger, c'est attirer l'attention par sa valeur. Par sa valeur. Par sa valeur. Donc, émerger se dit d'un phénomène qui attire l'attention par sa valeur. Et comme, en fait, l'émergence fait appel à des concepts de croissance rapide. Un pays qu'on appelle émergent, mais qui ne croît pas vite, ne peut pas être un pays émergent. En tout cas, peut-être qu'il l'était avant, parce que forcément, il a subi une phase où il a su accélérer durablement sa croissance économique. Donc l'émergence est consubstantielle avec l'accélération de la croissance. Bon, maintenant, la croissance aussi, ça dépend de l'investissement, parce que pour avoir de la croissance, il faut de l'investissement. Et vous avez l'investissement national, mais vous avez aussi les investissements internationaux. Et le deuxième élément, c'est la transformation structurelle. Non seulement vous devez avoir de la croissance, vous devez avoir des investissements, mais vous devez avoir la transformation. C'est-à-dire, avant, vous n'exportiez que des produits bruts, maintenant, vous créez de l'industrie. Vous faites de la fabrication, vous faites de la manufacture. Donc, vous captez une part plus grande de la valeur ajoutée, non seulement dans l'agriculture, mais surtout dans l'industrie. Et troisièmement, vous réussissez l'insertion dans l'économie mondiale, non seulement à travers des exportations fortes, mais des exportations manufacturières. Parce que ce qui a plombé l'émergence de beaucoup de pays africains, je prends le cas du Nigeria, c'est l'exemple le plus typique, parce que le Nigeria, au niveau du PIB par tête, c'est le pays le plus riche d'Afrique, mais le Nigeria n'est pas un pays émergent aujourd'hui, parce que le Nigeria n'a pas réussi à transformer son économie. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, 97% environ des exportations nigérianes sont encore sous forme de pétrole non transformé. C'est vrai que Dangote est en train de faire de grands efforts, ça va améliorer les statistiques, mais pour l'instant, le Nigeria est encore plombé par cette insertion qui n'est pas optimale au niveau de l'économie mondiale. Bon, vous devez aussi être un pôle d'attraction des investissements au niveau mondial, parce que pourquoi c'est important d'attirer des investissements? Aujourd'hui, comme vous le savez, la chaîne de valeur mondiale est éclatée. Donc la production est éclatée sur plusieurs pays. Ce qui est important pour tout pays, c'est d'être dans un segment. Et donc si le Gabon réussit à travers la zone NCOC à attirer une partie disons des investisseurs dans le monde, dans le domaine du bois, qui font d'abord la première transformation avant d'aller faire des meubles en Turquie ou en Chine ou ailleurs, c'est une bonne chose. La Côte d'Ivoire devrait faire la même chose, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une puissance agricole aujourd'hui, en devenir. C'est un pays qui a... dans certains pays, on a parlé de scandale géologique. On peut dire scandale agricole, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que vous prenez le café, le cacao, c'est pareil pour le Ghana. Même la Guinée, que je connais bien, a ce potentiel de devenir une puissance agricole. Mais la Guinée est largement en retard par rapport à la Côte d'Ivoire
en termes d'exploitation du potentiel agricole. Donc voilà un peu ce qui fait le succès du Gabon ces dernières années, c'est que le pays a réussi à maintenir une croissance stable. C'est vrai que ça n'a pas atteint 10%, mais ils ont maintenu une croissance stable. Au contraire de la Guinée équatoriale, comparer la Guinée équatoriale et le Gabon, entre 1998 et 2010, la croissance en Guinée équatoriale, c'était 30% par an. Il a suffi que les coûts du pétrole baissent pour que l'économie équato-guinéenne perde un peu en termes de dynamisme. C'est pourquoi c'est important de diversifier. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour la Guinée équatoriale, c'est comment utiliser la manne pétrolière pour diversifier l'économie, faire de l'industrialisation, mais surtout remonter la chaîne de valeur, même dans le secteur pétrolier. Et donc voilà un peu les messages clés qu'on doit passer aux pays africains aujourd'hui. Mais pourtant, vous avez classé la Côte d'Ivoire également dans la liste des pays pré-émergents. Bon, pas émergents. La Côte d'Ivoire est potentiellement émergente. Disons, la Côte d'Ivoire a encore un effort à faire. Okay. Si vous prenez la croissance, parce que moi, l'indice que j'ai mis en place a 4 dimensions. J'ai une dimension, la richesse inclusive. Donc pour être émergent, vous devez vous évertuer quand même à avoir une richesse moyenne. Vous ne pouvez pas être émergent avec un PIB par tête de $500. Il faut que vous ayez un revenu intermédiaire, disons. Bon, après, il y a une variété. Il y a des pays comme le Qatar qui peuvent avoir $30 000. Ça fait $62 000. Voilà, la Malaisie est peut-être à $3 000. Mais là où la Malaisie bat le Qatar, c'est dans les autres dimensions. Donc la première dimension, c'est la croissance inclusive. L'aspect inclusif, nous, on l'a approché avec l'espérance de vie ajustée aux inégalités. Parce qu'en général, on met l'indice de Gini, mais le problème avec cet indice, c'est qu'il n'est pas calculé pour tous les pays. Ensuite, il n'est pas calculé tous les ans. Quand vous faites des travaux de cette nature, vous devez avoir des variables dynamiques qui changent tous les ans. Mais si vous devez, le Gini, il est calculé, vous allez attendre 10 ans pour que ce soit calculé encore. Ensuite, la base n'est pas complète, c'est pourquoi on n'a pas considéré. Parfois aussi, on peut utiliser les inégalités, mais là aussi, c'est pas calculé dans tous les pays, ou bien parfois, c'est pas aussi calculé de la même manière dans les pays. C'est ce qui fait que, par exemple, si vous prenez la pauvreté, ça ne peut pas être un bon indice parce que, suivant la manière dont les pays calculent l'indice de pauvreté, ça peut introduire des distorsions. Mais en revanche, l'espérance de vie, je veux dire, il n'y a pas de débat sur la méthodologie de calcul. La deuxième dimension, c'est la dimension de dynamisme. L'émergence, ça suppose un dynamisme. Donc une croissance accélérée, mais une croissance durable. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir une croissance en yo-yo. Vous voyez des pays qui font 10% cette année, l'année prochaine 2%. Ensuite, nous voulons des pays qui évoluent, peut-être pas donc, chaque année 10%, mais il faut qu'il ait une bande. Ils peuvent descendre à 8, mais il ne faut pas qu'ils descendent en dessous de 8. Forcément aussi, il y a des périodes où il y a des chocs au niveau mondial, mais il faut aussi que ces pays soient résilients. D'ailleurs, dans nos prochains travaux, on va ajouter un indicateur de résilience dans nos calculs pour être beaucoup plus proche de la réalité. Il faut aussi que ce soit non seulement une croissance durable, mais dans un cadre macroéconomique sain. Parce que, vous savez, aujourd'hui, au niveau économique, vous avez le débat entre la croissance et l'inflation, entre l'emploi et l'inflation. On vous dit que le choix cornélien, la croissance et vous ne pouvez pas accélérer l'économie sans générer de l'inflation. Donc ça c'est le grand débat. Donc nous fixons des limites pour que les pays, quand même, dans le cadre de cette accélération, ne dépassent pas certains seuils. C'est pareil pour le déficit budgétaire, parce que c'est toujours tentant de creuser le déficit pour pouvoir financer, disons, les infrastructures et donc générer plus de croissance demain. La balance courante aussi. Donc voilà un peu ces équilibres macroéconomiques que nous demandons aussi aux pays, en accélérant leur croissance économique, qu'ils veillent à maintenir la stabilité macroéconomique. Sinon, bon, ils vont aller très vite et après, ils vont rencontrer des difficultés. Ça va être un arrêt brusque. Et donc, ça va être des stop and go. Donc, nous les encourageons à maintenir cette croissance stable. La troisième dimension, c'est la transformation structurelle.
Donc, il faut que les pays s'industrialisent, soient efficaces aussi au niveau agricole, parce que notre indice valorise l'agriculture. Ouais. On ne dit pas que le pays doit abandonner l'agriculture. On peut émerger avec de l'agriculture, mais il faut que ce soit de l'agriculture qui génère de la productivité. Il ne faut pas que chaque pays, vous ne faites juste que de l'extension, mais il faut aussi une productivité, des rendements élevés. Il faut aussi que l'industrie soit développée, mais pas seulement l'industrie lourde ou l'industrie de manière générale, mais l'industrie manufacturière. Donc on vous exige les deux, à la fois une croissance de la part de l'industrie dans l'économie, mais une augmentation de la fabrication, comme le Gabon a fait avec le bois. Le troisième élément, c'est l'insertion dans l'économie mondiale. Il faut que vous ayez une bonne insertion. Je ne dis pas simplement que vous devez exporter, mais vous devez exporter bien. Il ne faut pas que ce soit concentré sur quelques produits ou concentré sur quelques marchés. Donc tout ça a été intégré dans notre indice. Il faut aussi que ce soit des exportations qui intègrent de la manufacture. Il ne faut pas que vous exportiez que des biens non transformés, comme le pétrole brut, comme les matières premières minières, le diamant ou l'or. Vous prenez le cas du Sénégal, l'or du Sénégal n'est pas transformé, comme les terres rares aussi, qui ne sont pas transformées. Et tout ça, ça génère des points en moins. Il faut aussi que vous exportiez du contenu technologique. Donc on regarde le contenu technologique, la sophistication de vos exportations. Parce que plus le pays incorpore de la technologie dans ses exportations, plus le pays est inséré dans l'économie mondiale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous prenez les investisseurs internationaux, quand ils viennent dans des pays, ils vont faire de la sous-traitance. Mais jusqu'à ici, ils faisaient ce qu'on appelait de la sous-traitance de capacité. Maintenant, il faut qu'on fasse de la sous-traitance de spécialité. C'est-à-dire que, et ça suppose d'avoir de la technologie. Vous avez aussi toute la compétition au niveau mondial, ce qui fait que les biens qu'on exporte, vous prenez les automobiles, ce n'est plus vraiment des automobiles bas de gamme. Même l'automobile standard doit incorporer de la technologie, doit incorporer des TIC, beaucoup de facilité, parce que le consommateur, il a des goûts aujourd'hui très sophistiqués. Le pays aussi doit être en mesure d'attirer de l'investissement direct étranger. Donc c'est important qu'il attire de l'investissement, mais c'est important qu'il attire de l'investissement direct, parce que l'expérience a montré que pour remonter dans la chaîne de valeur mondiale, participer aux échanges mondiaux, parfois il faut être dans des réseaux. Et si vous n'avez pas des investisseurs, vous n'êtes pas dans des réseaux. Parce que les exportations, très souvent, se font dans le même réseau. Vous êtes dans un segment de la production et les produits que vous exportez, ils vont vers une filiale. Mais le fait de dire je vais faire le produit de la table à la fourchette, c'est fini ça. De vouloir dire que je vais partir de mon agriculture, transformer, mettre en boîte, c'est très difficile aujourd'hui Et comme par hasard, c'est l'un des slogans qu'on retrouve le plus au Sénégal, de la table. Oui, bon, c'est valable sur quelques niches. C'est valable sur quelques niches, mais de manière générale, le plus important aujourd'hui, c'est d'être dans les chaînes de valeur mondiales et régionales et d'être incontournable. Mais Moubarak, en vous écoutant parler du Gabon, par exemple, en vous écoutant parler des chaînes de valeur, de l'insertion dans les chaînes de valeur et de la technicité dans les exportations, on se dit quand même que le Gabon, effectivement, en 2010, a pris une mesure très courageuse d'interdire l'exportation du bois non transformé, dans la foulée de construire la zone spéciale d'Uncock. Tout ça, c'était vraiment des décisions très courageuses et d'ailleurs qui ont été saluées un peu partout dans le monde. Mais on a l'impression que si on sort de ce secteur bois, il n'y a pas de diversification au Gabon. Oui. Deuxièmement, le PNB par habitant, effectivement, est élevé au Gabon, le PIB par habitant, le revenu. Mais comparé à la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus diversifiée puisque c'est un pays quand même exportateur de services, même si effectivement il y a une faible transformation du cacao et des autres produits agricoles. La Côte d'Ivoire aussi, en termes de rayonnement à l'international, c'est-à-dire de valeur,
je pense est beaucoup plus noté que le Gabon. La classe moyenne y est plus développée. Donc, est-ce que, justement, ce n'est pas là les limites de tel classement quand on voit un pays comme le Gabon, avec 40% de taux de pauvreté aussi, qui se retrouve comme ça, mieux classé que la Côte d'Ivoire? Voilà, vous savez, le travail que nous faisons, c'est une photographie de l'instant. C'est hérité du passé. C'est-à-dire, le Gabon a eu la chance de découvrir du pétrole. Rien que le pétrole a permis, la Côte d'Ivoire n'a pas autant de pétrole que le Gabon. Tout à fait. La population du Gabon est beaucoup plus petite. Ça a permis donc au Gabon, déjà dans notre indice, vous avez le PIB par tête, vous avez aussi le PIB qui joue. Ce qui fait que le Gabon, rien qu'avec les richesses du pétrole, il est bon déjà sur ces deux. Et vous ajoutez la zone ECOC qui a permis d'accélérer les investissements, parce que je prends variable par variable. Vous prenez la diversification des exportations, ça s'est amélioré avec la transformation du bois, donc ça a amélioré les variables liées à la manufacture. C'est valable pour le volet industriel. La Côte d'Ivoire, disons, a plus de potentiel aujourd'hui, disons, que de réalisation en termes d'émergence, à part la croissance. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a son avenir devant elle. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, si vous regardez par exemple l'ICLE, on a un autre indice qui s'appelle l'indice des leviers de l'émergence économique. Cet indice va regarder le capital humain, va regarder les infrastructures, va regarder les capacités technologiques, va regarder l'énergie, va regarder le système financier. Oui. Et cet indice, nous l'avons calculé. Bon, il faudrait que je regarde mes données pour voir quel est le classement de la Côte d'Ivoire. Bon, je peux le faire tout en parlant. J'espère que ça permettrait de savoir, parce que cet indice, en fait, vous dit quels sont les pays qui vont être émergents demain. C'est-à-dire, sans doute la Côte d'Ivoire, c'est un peu quelque chose que je soupçonne sera meilleur pour l'ICLE, l'indice des leviers d'émergence. Ça veut dire que si vous allez dans 10 ans, sans doute la Côte d'Ivoire va dépasser le Gabon. Voilà, vu sa trajectoire actuelle. Vu sa trajectoire, c'est-à-dire, non, vu sa trajectoire, mais vu ses fondements. C'est-à-dire, il faut regarder les fondements et les résultats. C'est-à-dire, en termes de résultats, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a connu 10 ans ou 15 ans, zéro. Effectivement. 15 ans zéro. Et donc, c'est depuis 2012-2013 que le pays a repris. Maintenant, vous donnez encore 10 ans à la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va sans doute dépasser le Gabon. Parce que d'ailleurs, moi-même, j'avais eu à faire des simulations de cette nature qui permettaient de voir que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays potentiellement émergent avec un indice ISEM dans ma tête 0,444. Bizarrement, c'est 3 fois 4. Pour être émergent, il faut avoir 0,6. C'est un pays en 10 ans qui peut atteindre ces 0,6 et devenir un pays émergent. Parce qu'il a de meilleurs leviers d'émergence. Donc je vais peut-être regarder... Voilà. Et pendant qu'on y est, moi je vais ajouter un autre pays à la grille de questions, c'est le Sénégal aussi, qui a quand même, je pense depuis 2012, initié un cycle de croissance rapide, si on s'en tient à ce qu'en dit l'ISEM. Et pourquoi le Sénégal, par exemple, aussi se retrouve un peu dans ce classement, pas dans le trio de tête, mais plutôt dans les pays potentiellement émergents? Bon, vous savez, le Sénégal... il est quand même 7e en Afrique. C'est une forte performance. Dans l'Afrique francophone, si vous enlevez le Maroc, la Tunisie, le Gabon, c'est le Sénégal qui est là. En Afrique de l'Ouest, c'est le premier pays en termes d'émergence. Parce que c'est un pays qui a maintenu une croissance stable. Au niveau africain, si vous enlevez la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Djibouti, il fait partie des 10 meilleurs pays en termes de croissance. C'est un pays aussi qui, historiquement, a toujours été un pays plus industrialisé que les autres. Vous savez, la part de l'industrie dans l'économie sénégalaise dépasse 20%, 22%. Dépassé ou dépasse? Non, dépasse.
dépasse 20%, 22%. Si vous allez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi important. L'agriculture a une place beaucoup plus importante. Et donc, le défi de la Côte d'Ivoire, c'est comment transformer son agriculture pour faire de l'agro-industrie. D'ailleurs, dans le plan national de développement, moi j'ai eu la chance de travailler sur le plan national de développement de Côte d'Ivoire avec toute l'équipe du ministère du Plan. La Côte d'Ivoire ambitionne d'augmenter le taux de transformation de ses produits agricoles. Oui. Parce qu'avant, c'était 5%, le cacao, café. La Côte d'Ivoire a fixé une barre très haute, d'aller jusqu'à 30-35%. Bon. Et justement, depuis quelques années, on voit apparaître quelques compagnies, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait que le pays en fasse une priorité, en faire même une exigence. Je pense qu'il faudrait, comme le Gabon a fait, dire que, de manière volontariste, au minimum, la première transformation doit être faite en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des décisions de souveraineté. Et vous allez voir que si vous le faites, d'ici 10 ans, disons en termes de potentiel, parce que j'avais eu à faire cet exercice, la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant le plus grand potentiel pour émerger demain. Bon, en Niclé, disons aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire a un Niclé de 0,415, il est justement devant le Gabon. Et devant le Gabon qui est 0,412. Ouais. Mais ça, c'était en 2021. Il est clair que la Côte d'Ivoire est en train de faire du rattrapage parce que n'oubliez pas qu'ils ont connu 10 à 15 ans d'année zéro et que donc si la tendance se poursuit, d'ici 5 ans, parce que dans les travaux que nous faisons, nous travaillons avec des modèles à effet retardé. C'est-à-dire que si en 2030, la Côte d'Ivoire réussit à mettre à niveau toutes ses infrastructures, son capital humain, rendre, par exemple, l'enseignement technique beaucoup plus important, réussir l'universalité dans le domaine de l'enseignement secondaire, améliorer son électrification, parce qu'aujourd'hui on est à 71%, il faut aller à 90%, développer le chemin de fer. Parce que ça, c'est important. En Afrique, on n'investit pas assez sur le chemin de fer. On a encore le transport routier qui coûte très cher. Tout à fait. Donc ça augmente les coûts. Vous parlez là des coûts de facteurs. Ah, effectivement, la compétitivité. Améliorer aussi la technologie, les TIC, la technologie, les outils technologiques. Diversifier son système financier, approfondir son système financier. Vous allez voir que ce pays, en 2040, il va être forcément dans peut-être même, je dirais même, dans le top 7 africain, voire le top 5. Parce qu'il a non seulement ses ressources agricoles, mais le pays, n'oubliez pas qu'il vient de découvrir un important gisement de pétrole. Tout à fait. Et donc, pour moi, si je devais investir, il fait partie des pays où j'allais investir. Alors, il y a encore un autre pays qu'on ne voit pas dans la liste des pays pré-émergents, les Seychelles. Vous avez parlé de l'indice PIB, mais en termes de PIB par habitant, les Seychelles a plus de $10 000. Donc, comment se fait-il qu'on ne retrouve pas les Seychelles dans la liste des pays pré-émergents? Les Seychelles ne sont même pas dans le classement parce que parfois, il y a des données qui manquent. Vous savez, quand on fait ce type d'exercice, parfois, on doit arbitrer entre les pays ou la donnée. C'est un échantillon. Non, ce n'est pas un échantillon. Nous, on est prêt à prendre tout le monde. Oui. Mais quand on faisait le calcul, sans doute, il y a eu beaucoup de données manquantes. Et bon, on fait ce qu'on appelle dans le langage de l'imputation. On fait, disons, on met des données à travers des calculs. Bon, on utilise parfois l'extrapolation, on peut utiliser aussi des modèles économétriques, on peut faire ce qu'on appelle du lissage. On peut aussi, par exemple, vous prenez un pays comme Singapour, quand il était dans notre classement, Singapour qui ne fait pas d'agriculture, on lui donne la donnée agricole de la Malaisie, qui est un pays voisin. On s'est dit que grosso modo, ça ne devrait pas être différent. Tout ça, c'est des méthodes qu'on utilise. Mais quand il y a beaucoup de données manquantes, vous devez trancher. Est-ce que vous allez garder cette variable? Si ça concerne beaucoup de pays, on enlève la variable. Mais si ce n'est qu'un seul pays qui manque beaucoup de données, on est obligé d'enlever. Bon, c'est ce qui est arrivé aux Seychelles. Moi, j'ai visité les Seychelles. C'est clair qu'aujourd'hui, les Seychelles, si on l'avait mis là, c'est un pays, en tout cas avec beaucoup de potentiel. Mais n'oubliez pas que ce qui tire
l'économie des Seychelles, c'est le tourisme. Ouais. C'est pas l'industrie. Donc, le pays ne veut pas être forcément parmi les pays émergents. En tout cas, sur le trio de tête, l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Égypte, peut-être on peut dire qu'il n'y a pas de débat. Effectivement, l'Afrique du Sud est très industrialisée, très développée. Le Maroc aussi, l'Égypte aussi, même si là, on voit bien que ces critères ne prennent pas en compte le facteur développement humain. Bon, là, je vais vous expliquer. Entre l'émergence et le développement humain, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, nous, on est toujours surpris quand on voit au niveau mondial, les gens confondent les leviers d'émergence, les caractéristiques de l'émergence et les fruits de l'émergence. Donc, pour nous, c'est trois choses différentes. Disons, au niveau central, vous avez les caractéristiques de l'émergence. Donc, l'indice que nous avons publié, il mesure le niveau d'émergence des pays. Il va vous dire, voilà les caractéristiques d'émergence. C'est les 4 dimensions que je vous ai citées tout à l'heure. La richesse inclusive, le dynamisme macroéconomique sain, la transformation structurelle, la bonne insertion dans l'économie mondiale. Ça, c'est les 4 dimensions. Ça, c'est les caractéristiques d'émergence. Donc, c'est comme la radio que j'avais mis tout à l'heure. On met le pays dans la radio, il va sortir que ce pays-là est fit, en tout cas, il est apte pour être classé parmi les pays émergents. On va lui dire, vous êtes pré-émergent parce qu'il vous manque des performances dans telle ou telle dimension, vous êtes potentiellement ou vous êtes sous-développé, etc. N'oubliez pas qu'il y a des pays aussi que j'appelle émergés, parce qu'eux, ils ont fini d'émerger. Parce que l'émergence, ce n'est qu'un processus. C'est comme si vous êtes dans la tête au fond de l'eau. Vous êtes immergé. Et ensuite, vous essayez de sortir la tête de l'eau. C'est d'ailleurs, si vous allez dans certains dictionnaires, c'est exactement on vous dit la émerger, c'est sortir la tête de l'eau. Tout à fait. Moi, je n'ai pas retenu ça. J'ai pris attirer l'attention par sa valeur. Mais vous pouvez utiliser quand même ce concept de sortir la tête de l'eau. Parce que si vous restez dans la tête de l'eau, vous ne pourrez jamais vous développer. Parce que le développement, ça suppose d'aller au rivage. C'est ça l'objectif, d'aller au rivage, parce que vous avez une bonne qualité de vie au rivage. Vous avez les cocotiers, tout ça. Et donc, quand le pays maintenant a un processus, disons, incontournable pour pouvoir sortir la tête de l'eau, c'est ça qu'on appelle un pays émergent. C'est-à-dire que le pays a pris une trajectoire très forte et inexorable, qui lui permettent, dans quelques années, d'être classé parmi les pays émergés. Parce que l'objectif, c'est pas d'être émergent, c'est d'être émergé. Ça aussi, dans la littérature, c'est seulement avec moi. Au niveau mondial, vous n'allez jamais le voir. Je suis le premier au niveau mondial à avoir distingué les pays émergents et les pays émergés. Les pays émergés, c'est l'objectif. D'ailleurs, l'indice, il est calculé par rapport au fait d'être émergé. Ce qu'on classe comme pays émergents, c'est les pays qui sont presque arrivés à l'objectif. C'est pourquoi vous allez retrouver le Maroc, vous allez retrouver l'Égypte, vous allez retrouver l'Afrique du Sud. Mais ces pays ne sont pas encore émergés. Parce qu'émergés, vous allez trouver la Malaisie, le Vietnam, l'Arabie Saoudite. Ces pays-là, aujourd'hui, leur objectif, c'est le développement total. Ce n'est plus... Mais le cas du Vietnam nous interpelle. En 1975, bien sûr, c'était encore la guerre. Oui, il n'y a que le travail qui paye. Vous savez, prenez tous les pays d'Afrique centrale, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Dans notre indice, vous allez voir que ces pays sont dans le lot des pays de tête. C'est vrai qu'en économie, on dit toujours que le voisinage, ça paye. C'est vrai, parce que ces pays ils sont proches de l'Allemagne, ils sont proches de la Pologne elle-même a bénéficié de ça, de la Grande-Bretagne, comme pour l'Irlande, d'autres pays par rapport du Portugal, par rapport à la France ou de l'Espagne, donc par rapport à l'Italie et la France. Ces pays-là ont bénéficié de ces effets de voisinage, parce que le voisinage joue de deux manières. Et ça, c'est Mahathir. Oui, le voisinage joue de deux manières. D'abord, vous allez apprendre des autres. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle la convergence des politiques. Le fait d'être dans la même Union européenne va faire qu'il y aura une convergence des politiques. Donc, vous allez améliorer votre environnement des affaires, que vous le vouliez ou pas, parce que vous avez des normes qui vous viennent de l'Union européenne qui sont des normes de haute facture, qui sont alignées sur les meilleures normes dans la zone. Deuxièmement,
quand les pays veulent investir, ils vont d'abord regarder les voisins. Je veux dire, si vous prenez l'Allemagne, elle n'a aucune raison d'aller investir en Amérique latine s'il n'y a pas de préoccupations de marché. Pourquoi ne pas aller investir en Pologne si c'est juste avoir des coûts plus bas et d'avoir aussi un capital humain qui est prêt, qui est préparé. Et donc ça, c'est des facteurs dont a pu bénéficier ces pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Et d'Asie du Sud-Est, le Vietnam. D'Asie du Sud-Est aussi par rapport au Japon. Le Japon, c'est le Japon. N'oublions pas, c'est pas la Chine qui a fait le développement de la Malaisie. Au début, c'est le Japon qui a investi dans ces pays. En Malaisie, en Indonésie, même Singapour, les Philippines. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été fait dans ce sens qui s'appelle Growing Under the Rising Sun. The Rising Sun, c'est le Japon. Donc, comment ces pays qui ont bénéficié du transfert de technologies, de la délocalisation d'entreprises japonaises, notamment dans le domaine de l'électronique, aujourd'hui, la Malaisie fait partie des leaders mondiaux, des leaders mondiaux au niveau de l'électronique, à cause justement de ce transfert, de cette délocalisation d'entreprises japonaises. Donc ça, c'est le premier volet. Il faut savoir ce dont on parle. Moi, quand je parle d'ISEM, je parle d'émergence économique, je ne parle pas d'autre chose. Deuxièmement, maintenant, vous avez les leviers d'émergence. Parce que l'émergence ne provient pas du hasard. Vous ne pouvez pas juste vous dire, moi, je vais croiser les doigts, j'ai découvert du pétrole, dans 30 ans, je vais être un pays émergent. Vous ne serez jamais un pays émergent si vous croisez les doigts. L'émergence suppose la transformation. Donc, vous pouvez dire que l'émergence, c'est la croissance plus la transformation. Parce que c'est la transformation qui vous permettra de vous insérer dans l'économie mondiale. Une transformation aussi saine. C'est le volet cadre macroéconomique. Parce que le volet richesse n'est qu'une résultante d'une croissance successive sur plusieurs années. Si vous prenez la Malaisie, entre 1970 et 1997, en moyenne, le pays a fait 7% de taux de croissance par an. Et quand vous faites 7% de taux de croissance par an, ça veut dire que tous les 10 ans, vous doublez votre PIB par tête. Donc c'est un effet multiplicateur. Ça veut dire qu'en 30 ans, le pays a multiplié par 8 son PIB par tête. Parce qu'il a doublé la première fois, ça fait 4. Il a redoublé, ça fait 8. Et donc, vous voyez, en 30 ans, il a multiplié... Non, en 30 ans, il a même multiplié par 16. Parce qu'il est parti de 1, il est passé à 2, ensuite il est passé à 4, il est passé par 8. Donc, par 8. Donc, vous voyez un peu ce que ça apporte, cette croissance durable et saine. Donc, ça ne provient pas du hasard. Si vous regardez la Malaisie... donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand vous voyez un pays devenir émergent, il faut regarder 20 ans à l'avance. Voilà. Qu'est-ce que ce pays a fait? Je vais arriver sur le développement humain. Qu'est-ce que ce pays a fait pour réussir cette trajectoire? C'est comme si vous prenez, disons, une fusée que vous voulez propulser. Mais bien évidemment, il y a des conditions initiales que vous devez donner à la fusée pour qu'elle puisse faire une trajectoire. D'ailleurs, dans la littérature économique, vous avez le concept de convergence conditionnelle, que nous utilisons beaucoup d'ailleurs dans notre théorie de l'émergence économique. Là où on diffère par rapport à la théorie, disons, qui est utilisée au niveau mondial, c'est que nous cherchons à converger avec les émergés. On va dire, et on ne converge pas d'ailleurs avec les émergés, on converge avec le niveau d'émergence. Parce que les pays bougent, ils ne vont pas vous attendre. Vous savez, Senghor avait dit en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. Effectivement. Ça ne veut pas dire qu'en 2000, Dakar ressemblera comme Paris. Ça ressemblera comme ce qu'était Paris au moment de cette déclaration. C'est la même chose. Donc ça veut dire que l'émergence, vous allez stabiliser les caractéristiques d'émergence, mais de manière relative, parce que tout est relatif dans ces concepts. Parce que le développement au XVIIIe siècle, il y a des pays qu'on considérait comme développés. Mais aujourd'hui, ce seraient des pays sous-développés. Donc tout est relatif. Tout dépend de ce qui se passe autour de nous. Émergence économique et émergence socio-économique. Oui, je vais y arriver. Donc, je voulais insister sur cet aspect des prérequis. Que l'émergence, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la chance. Ça suppose
une vraie stratégie, ça suppose une vraie feuille de route, ça suppose beaucoup de réformes, ça suppose beaucoup d'efforts. Donc, d'ailleurs, ça aussi, les réformes n'arrivent pas tout seuls. Vous savez, dans notre théorie, nous, on a tout mis. Si vous regardez l'ouvrage, nous avons fait d'ailleurs, nous allons faire apparaître une pyramide. Et la base, c'est les institutions. C'est de bonnes institutions. C'est-à-dire le pays, pour pouvoir émerger, doit d'abord s'évertuer à avoir de bonnes institutions. Parce que c'est les bonnes institutions qui font les bonnes réformes. C'est les bonnes réformes qui créent l'environnement de compétitivité qui permettent demain d'atteindre l'émergence. Maintenant, le dernier palier, vous venez d'en parler, c'est la qualité de vie. Effectivement, l'objectif ultime, c'est d'améliorer la qualité de vie. Moi, je préfère utiliser ce terme que développement humain. Parce que développement humain, bon, on ne sait pas ce que c'est. En revanche, ou en tout cas, il peut être restreint. Mais qualité de vie, chacun peut y mettre beaucoup de choses. Vous pouvez mettre non seulement le revenu que vous gagnez, l'emploi que vous avez, les inégalités. Vous pouvez y mettre l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, l'espérance de vie, même les maladies, parce que c'est différent. Vous pouvez avoir une longue vie, mais avec des maladies. Et donc là aussi, on le met, c'est-à-dire la morbidité. C'est important, il faut que ce soit très bas. La nutrition, les infrastructures, l'électricité, même la sécurité, même la qualité de l'air. Tout ça, nous, on l'a mis dans cet indice de qualité de vie que nous avons calculé sur l'ensemble des pays qui ont été étudiés dans le cadre de l'ICEM. Nous allons d'ailleurs publier dans quelques jours et nous allons vous envoyer bien évidemment en primeur les résultats parce qu'on apprécie beaucoup ce que Financial Afrique fait pour l'Afrique et pour le monde et vraiment on est fiers de vous. Merci. Et donc nous allons vous envoyer comme à l'accoutumée en primeur les résultats de cet indice de qualité de vie. Et donc il faut en fait en pilotage du travail gouvernemental un peu tout ça. Il faut à la fois piloter le développement institutionnel, piloter la gestion des réformes pour pouvoir bâtir des leviers d'émergence solides, piloter les caractéristiques de l'émergence, donc en faisant des bons choix. En faisant des bons choix dans les arbitrages budgétaires, dans les incitations d'investissement, donc d'encourager les entreprises à aller investir dans l'industrie, encourager ceux qui font de l'agriculture à transformer ou essayer d'attirer des investissements dans l'agriculture, mais travailler aussi sur la qualité de vie pour permettre à chacun, comme dit le prix Nobel Amartya Sen, de vivre la vie qui a de la valeur à ses yeux. Parce que c'est ça le but ultime. Alors, M. Lo, il y a également un pays qui attise notre curiosité, il s'agit du Botswana. Vous avez parlé du fait, l'indice, l'un des critères aussi, attirer les investisseurs. Le Botswana est classé parmi les pays potentiellement émergents, alors que c'est le pays le mieux noté par les agences de notation à travers le monde. Comment expliquez-vous cela? Vous savez, moi, ce travail-là, bon, j'espère que ce travail, j'espère qu'il sera bien diffusé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je disais ça à Adama tout à l'heure, en privé, oui, que quand on regarde les classements mondiaux de la Banque mondiale, du FMI, moi je suis toujours très surpris. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise le PIB par tête. Tout à fait. Pour classer les pays, dire tel pays est catégorie 1, tel pays est catégorie 2, etc. Le PIB par tête n'est plus réellement, n'a jamais été d'ailleurs, un bon indicateur de développement des pays. Je pense qu'il faut regarder aussi la sophistication du pays. Bon, le Botswana, c'est vrai, c'est un pays qui fait du diamant, qui a beaucoup de potentialité minière, qui a aussi une bonne gestion, qui a une réputation de bonne gestion. Gestion avec 48 mois de réserve. C'est ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, l'intérêt des chiffres, c'est que on peut vous passer l'épreuve. Moi, je prends... Parce que l'indice des leviers de l'émergence que j'ai construit, j'ai utilisé 181 variables. D'abord, j'ai pris toutes les variables imaginaires de compétitivité dans le monde. J'ai d'abord construit ce qu'on appelle
D'ailleurs, j'en profite pour dire que tout ce que je dis là est dans un ouvrage qui s'appelle Manuel de l'émergence, qui existe aux éditions L'Harmattan Sénégal, qui fait presque 400 pages, disponible en ligne, qu'on peut acheter en ligne, Manuel de l'émergence économique. Donc tout est dedans. Tout ce que je dis là figure dans l'ouvrage. Et donc, quand vous avez un pays comme le Botswana, c'est bien, mais il faut que le Botswana dépasse la simple bonne gestion macroéconomique, transforme davantage son diamant, transforme davantage ses autres produits miniers. Et vous allez voir que ce pays-là va être compté comme le Maroc. Le Maroc, la chance du Maroc, que je connais très bien, c'est d'avoir réussi la transformation avec les métiers mondiaux du Maroc. Le Maroc a dit, voilà, à la fin des années 90 et au début des années 2000 ils ont ciblé 6 métiers mondiaux. L'électronique, l'automobile, l'aéronautique, le textile, l'agroalimentaire et le offshoring. Et ils ont réussi à avoir des performances dans ce domaine, surtout dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de Boeing qui sont fabriqués au Maroc. Vous avez Renault, Peugeot. Oui, mais Renault, par exemple, 80% du contenu des véhicules est fabriqué au Maroc. Je ne dis pas juste venir faire de l'assemblage, parce qu'au Sénégal, on sait assembler des véhicules. Mais 80% de la valeur ajoutée, c'est du contenu local. C'est ça les transformations que des pays comme le Botswana doivent réussir. Dépasser juste le fait d'être riche et de bien gérer les ressources, mais développer la transformation et l'industrialisation. Exactement. On voit aussi dans ce classement toujours, qui est très intéressant, l'Algérie par exemple, qui est quand même une grande nation en termes de PIB justement, en termes d'exportation d'hydrocarbures, qui est classé derrière l'Ouganda. Et bon, on voit, et là peut-être c'est pas une surprise, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso alignés presque côte à côte dans la zone rouge de ce classement. Et peut-être là aussi il y a des explications assez convaincantes. Oui, bon, je vais séparer les deux. Disons que l'Algérie, c'est un peu comme le Nigeria. Je vous ai dit que c'est deux géants au niveau du PIB par tête, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le PIB par tête, vous allez avoir le Nigeria en premier, deuxième l'Afrique du Sud, ensuite vous avez l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. C'est ça le classement. Donc l'Algérie est quatrième en termes de PIB par tête. Le Nigeria est premier. Si vous allez dans le classement classique PIB par tête, en revanche, le Nigeria va perdre, parce que le Nigeria fait plus de 200 millions d'habitants. 213 millions, oui. Voilà, donc il va perdre par rapport à des pays comme le Maroc, qui font 34 millions ou 35. Voilà. Bon, l'Algérie, elle est riche en hydrocarbures, mais elle ne transforme pas assez, justement. Donc il faut que l'Algérie fasse des efforts pour transformer son hydrocarbure et exporter des produits transformés. Diversifier davantage aussi son économie, parce qu'aujourd'hui, c'est une économie qui a été bonne jusqu'à présent, qui a toujours été bonne sur l'industrie lourde. C'est peut-être un choix qui a été fait, c'est peut-être un modèle de développement qui a été choisi. Mais l'industrie lourde, même si vous regardez dans les stratégies d'industrialisation, ce n'est qu'une étape pour préparer l'industrie manufacturière. Parce que quel est l'intérêt de faire l'industrie lourde ? C'est de dire que demain, les machines dont vous aurez besoin pour faire l'industrie manufacturière, vous allez les prendre dans le pays. Donc vous n'allez pas dépenser des devises pour pouvoir acheter ces biens d'équipement. Et donc, il y a, disons, un chaînon manquant, si je peux utiliser ce terme, pour ce qui concerne l'Algérie. C'est le développement de la manufacture. Il faut aussi que le pays attire davantage d'investissements directs étrangers dans tous les secteurs, pas seulement dans les hydrocarbures, mais dans tous les secteurs. Et ça suppose aussi un environnement des affaires de qualité, ça suppose de la sécurité, de la stabilité, une attractivité aussi du pays. Vous savez, dans le domaine de l'émergence, il n'y a pas de miracle. J'aime bien une phrase qu'on trouve dans le Coran qui dit Wa an lil insani illa ma sa'a. Ça, c'est en arabe. La phrase dit que l'individu n'a que ce qu'il a
semé. C'est-à-dire il ne récolte que ce qu'il a semé. C'est la même chose dans le domaine de l'investissement. C'est-à-dire les investisseurs ne sont pas des philanthropes. Ils vont analyser les pays. C'est ça, vous avez parlé tout à l'heure des agents de notation, mais les investisseurs sont plus forts encore que les agents de notation parce qu'ils vont combiner tous les travaux des... Oui. Voilà, ensuite ils ont eux-mêmes leur propre grille. Ils vont ajouter le capital humain que vous n'allez pas forcément trouver dans les agences de notation, le réseau des infrastructures, etc. Et donc, si l'Algérie veut devenir un géant en termes d'attraction de l'investissement, il faut que l'Algérie améliore tous ces facteurs. Moi, en tout cas, je ne suis pas un apporteur de bonnes nouvelles pour les pays. Moi, je suis là comme un médecin qui vient vous dire la vérité. Que vous aimiez ou pas, je ne suis pas l'ami des pays. Je suis l'ami des chiffres, des performances. Je suis l'ami des performances. Donc, tout pays qui veut vraiment qu'on lui dise la vérité, à la limite, on est là, il y en a d'autres. On vient, on est prêt. D'ailleurs, moi, je suis prêt à le faire, à la limite même gratuitement pour les pays, faire un diagnostic, en tout cas un premier diagnostic pour le pays. Parce qu'on l'a fait, d'ailleurs, nous, au sein du bureau que je dirige, nous avons des diagnostics sur pratiquement tous les pays africains. Je viens d'en finir des diagnostics approfondis pour 4 pays. Mais j'en ai aussi disons que j'en ai fait pour 7 pays, de manière approfondie. Mais pour tous les autres pays, j'ai un diagnostic sous forme de chiffres. Il me reste juste les commentaires, mais je peux tout de suite dire, disons, je peux lui faire un PowerPoint, tous les pays africains, pour leur dire voilà vos forces, voilà vos faiblesses, voilà ce qu'il faut améliorer. Je pense que c'est ce dialogue de vérité que les pays doivent avoir accepté, mais surtout faire confiance à l'Afrique, parce que souvent, les outils qu'on leur donne ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins de développement. Pour moi, j'ai eu la chance, depuis 30 ans, je tourne autour des gouvernements, parce que j'ai travaillé au ministère des Finances, j'ai fait presque 14 ans autour des premiers ministres, donc la coordination du travail gouvernemental. J'ai aidé plus de 10 pays africains, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, à faire des stratégies, souvent même des stratégies où l'émergence est l'objectif. Donc toute cette expérience peut servir pour faire des diagnostics pour les pays. Donc je pense que si les pays acceptent d'avoir, disons, cette radiographie neutre faite par des experts africains à partir des réalités africaines, ça ne veut pas dire qu'il y a une émergence à l'africaine. Ça n'existe pas. L'émergence, ça existe, il n'y a que ça qui existe. L'émergence du Vietnam, c'est la même chose que l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mais chaque pays a sa trajectoire. La Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur sa puissance agricole et assurer sa transformation, alors que le Vietnam peut s'appuyer sur le textile. Donc, mais en revanche, à la fin, les pays vont être jugés sur la même manière en termes de transformation, de croissance, d'insertion dans l'économie mondiale. Alors, la dernière question avant de rendre l'antenne. Vous avez également classé la Tunisie parmi les pays préémergents, un pays en faillite, inflation, dette. Comment expliquer cela? Bon, vous savez, là aussi c'est intéressant. En fait, l'émergence, je vous ai dit que c'est une photographie. Si vous regardez la Tunisie, je vais voir, parce que normalement ici vous avez l'évolution. On va voir l'évolution de la Tunisie sur longue période. La Tunisie est 6e. Hein? Oui, mais regardons la Tunisie avant. Donc la Tunisie, elle est au niveau mondial, parce que n'oublions pas que le classement n'est pas simplement africain. Il est mondial. Il est aussi mondial. 14 pays. Bon, donc je vais regarder le classement de la Tunisie donc en 2021. La Tunisie a un indice de 0,504. Donc vous voyez. Mais regardez-moi la Tunisie en 2010. 0,554. Donc il y a une régression. Il y a une régression. C'est-à-dire la Tunisie, incontestable. Si vous regardez, c'est les années de révolution. En 2010, je vais comparer le Maroc et la Tunisie. En 2010, c'est vrai, le Maroc était déjà devant la Tunisie, mais le Maroc avait 564. Le Maroc a continué d'augmenter. Le Maroc a maintenant 0,603 dans mon indice. Donc pendant que le Maroc augmentait, la Tunisie a régressé. Ça veut dire que, d'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur le cas du Mali, du Burkina et du Niger. Il n'y a pas de miracle. L'émergence n'aime pas l'instabilité. Donc quand vous avez de l'instabilité,
immédiatement, ça ne se voit pas, mais si vous prenez 5 ans, 10 ans, vous allez voir que le pays a régressé. C'est ce qui est arrivé à la Tunisie. Exactement. Avec le printemps arabe, toutes ces transitions. Jusqu'à aujourd'hui, la Tunisie n'a pas encore retrouvé l'équilibre dont elle a besoin. Mais en revanche, en 2010, la Tunisie faisait partie des pays les plus performants d'Afrique au niveau de l'émergence économique. Moi-même, j'ai visité la Tunisie à cette période. Et donc, ça veut dire que les succès des pays ne sont pas indonnés pour toujours. Il faut vraiment maintenir les performances sur la durée. Alors, donc, c'est le mot de la fin. Nous vous remercions d'avoir vraiment été des nôtres dans le grand débat de Financial Afrique qui s'intéressait au classement des pays émergents. Je rappelle que Mbarak Lo, vous êtes ingénieur, statisticien, économiste sénégalais, l'homme aux 1000 casquettes. Je suis aussi directeur général du bureau de prospective économique. En fait, c'est ma fonction actuelle. Au bureau du Premier ministre, je suis chargé de faire la prospective économique pour le Premier ministre, de faire des analyses stratégiques. Et d'ailleurs, c'est mon bureau qui publie le rapport que vous voyez ici. Le rapport ISEM. Donc, nous avons tous ces indices, l'indice des leviers de l'émergence, l'indice d'émergence, l'indice de qualité de vie. On a même un indice de développement institutionnel pour vous dire qu'on est en train de prendre tous les côtés de l'émergence pour pouvoir boucler la boucle. Vous êtes seulement en train de confirmer mes propos, l'homme aux 1000 casquettes. Très bien. Merci également à M. Wade, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Surtout, merci infiniment à vous qui nous faites confiance chaque semaine dans le grand débat de Financial Afrique. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre débat, toujours sur Financial Afrique pour vous servir.